Mathieu Boccoté, bonjour. On est content de vous recevoir dans nos studios Figaro Live. Bonjour. Bonjour. Sociologue, chargé de cours à HEC Montréal. Vous avez publié en 2007 chez Boréal Le Nouveau Régime, qui était une réflexion sur les enjeux démocratiques actuels. Chroniqueur et blogueur pour le Journal de Montréal, vous collaborez régulièrement en France pour Le Figaro, Valeurs Actuelles ou encore Causeur. Alors, Mathieu Boccoté, ces références, justement, vous valent d'être présenté comme le gourou québécois de la droite, tendance Wauquiez. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est un délire, un délire. C'est-à-dire, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu aussi, ça m'a surpris, j'étais le premier surpris. Mes travaux consistent à réfléchir à des questions comme le multiculturalisme, la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui, la question de la démocratie, la recomposition de du régime politique occidental, bon, tout ça, la question nationale québécoise. Alors si ensuite mes travaux sont lus par certaines personnes qui s'en inspirent, j'en suis très heureux, mais me transformer, en me l'apprenant finalement par Atlantique interposé, en gourou de qui que ce soit, j'étais le premier surpris. Non, gourou peut-être pas, mais droite, tendance Wauquiez. Ce type d'étiquette consiste à d'abord me définir, si je me permets, à partir de la vie politique française dans ses tendances internes. Oui. Alors, si je dois à tout prix me coller une étiquette, philosophiquement, je dirais conservateur. Sur le plan politique, je dirais indépendantiste québécois. Alors, je ne crois pas que ces catégories-là soient si pertinentes pour définir ma réflexion ici. Donc, voilà pourquoi, en dernier instant, je me réfugierai derrière mon titre. Sociologue serait plus exact. Très bien. Alors, cette France, vous avez dit que c'était un laboratoire intellectuel et politique absolument fascinant. Alors, 1 an après son élection, Emmanuel Macron a droit à énormément de qualificatifs, président de droite, de riche, un homme providentiel à la Bonaparte, Jupiter radical vient de dire Mélenchon, ou Olivier Faure, patron du PS, a parlé de populiste BCBG. Vous diriez quoi? D'abord et avant tout, c'est un homme politique d'un talent remarquable. C'est-à-dire, il est parvenu à se faire élire venant de la gauche. Aujourd'hui, il parvient à occuper un espace qui est plutôt indéfinissable. C'est-à-dire... Président de droite, c'est... Je pense que le terme est inadéquat. Je pense que Macron réussit à siphonner symboliquement la droite sans trop avoir à se fatiguer. De quelle manière? En ayant choisi, et ça je pense que c'est un des éléments du bilan au bout d'un an, en ayant choisi les adversaires qui le mettent en valeur. D'abord et avant tout Mélenchon, c'est-à-dire Mélenchon qui rapatrie à gauche la fonction tribunicienne que ne parvient plus ou ne veut plus occuper Marine Le Pen, qui joue à l'insurrection sociale. Donc tout ça valorise Emmanuel Macron qui, pour une partie de l'électorat de droite, dit il fait enfin la politique qu'on attendait depuis longtemps. Mais au-delà du social, même sur la question identitaire et culturelle, lorsqu'il décide de prendre comme opposant Edwy Plenel, par exemple, eh bien c'est très facile d'avoir l'air d'un homme de droite à côté d'Edwy Plenel et de susciter la sympathie de ceux qui en ont assez du politiquement correct. Ajoutez à ça le fait qu'on est devant un homme qui sait incarner véritablement la fonction présidentielle. Pensez à ses discours à la mort d'Arnaud Beltrame, de Johnny Hallyday, de Jean d'Ormesson, qui sait à quel point la littérature est constitutive. Oui, mais ces discours-là, ça rejoignent les plis intimes de l'identité française. La question qui se pose désormais pour une partie de la droite, c'est Macron est un homme de discours, mais n'est-il qu'un homme de discours? Est-ce que des paroles, on peut passer aux gestes? Il est possible, de ce point de vue, qu'on soit devant un président qui sait très bien parler, mais qui ne veut pas agir à droite, entre guillemets, et ça pose la question de l'espace disponible pour les Républicains. Alors là, d'accord. Dans ces cas-là, quelle est l'opposition alors à droite pour Macron? Elle n'existe pas pour l'instant. Ben voilà, non, elle est complètement neutralisée. C'est-à-dire, on a un Front national qui est, qui s'est effondré au moment de la présidentielle et sa présidente qui est, je crois que c'est disqualifiée durablement pour ne pas, éternellement est un terme qu'on ne doit pas utiliser en politique, mais très durablement avec sa participation au débat du second tour, on l'a dit. Quant à la droite, désormais, elle doit savoir de quel type d'opposition elle doit porter. Mais c'était le débat de la première année, constructive, c'est-à-dire rallier la majorité et être une nuance de macronisme ou avoir une opposition forte. Et si oui, sur quel thème? Elle ne peut pas se contenter d'être gestionnaire. Je pense que c'est l'enjeu de notre époque. Une politique ne peut plus être aujourd'hui que technique et gestionnaire. Elle doit se construire sur des enjeux régaliens, identitaires, civilisationnels, anthropologiques. Et ça, de ce point de vue, c'est une tâche de reconstruction non seulement politique, mais intellectuelle pour la droite française. Alors, pour la droite, mais revenons à Macron, puisqu'il est à la tête du gouvernement. La France fête actuellement les 50 ans de mai 68 et on voit un tas de mouvements sociaux qui s'affaiblissent peut-être, mais il n'empêche que la France reste quand même assez clivée et on voit des pointes de violence. Comment en est-on arrivé là et comment faire pour
essayer de dépasser ces clivages? Vous notez quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce que vous appelez des pointes de violence. Ça correspond, à mon avis, à un réensauvagement. Les zadistes, les Black Blocs, oui, bien sûr, mais je crois qu'on assiste à une forme de réensauvagement de la vie politique partout en Occident. La démocratie libérale qui avait apaisé les passions et qui constituait une forme de dialogue entre des options qui se reconnaissaient mutuellement, c'est-à-dire centre-gauche, centre-droit, ou tout le moins qui étaient capables de dialoguer sans s'excommunier. Là, on a une forme de réchauffement passionnel partout en Occident, surtout à gauche, soyons honnêtes, dans la gauche radicale, donc pour une partie de la gauche radicale, pour l'ultra-gauche, la violence est presque une fin en soi, parce qu'elle sert à dévoiler la nature fasciste du régime, du moins c'est dans son esprit. Cela dit, on voit qu'il y a un désir de radicalité. Oui, des formules aussi débiles que ça. Et il y a un désir de radicalité qui est présent aujourd'hui, et de ce point de vue, ce désir de radicalité, lorsqu'il est porté par de jeunes hommes, de jeunes femmes, il vient avec la tentation de la violence. Et ça, je crois qu'on n'est pas à la veille d'assister à la fin de ça, parce qu'on est dans un monde moins apaisé. Nous avons, d'une certaine manière, la grande parenthèse de la démocratie apaisée, peut-être est-elle terminée, retour du tragique. Oui, Macron l'a rappelé, l'histoire est tragique. Va-t-on vers plus de violence ? Je crois que oui. Pendant un bon moment, il va y avoir une période, je pense, de tentation. La tentation de la violence hante de nouveau la démocratie. Il faut dire les démocraties occidentales. Ensuite, il y a des fractures sociales très réelles. Il y a des conflits que l'on nomme pudiquement sous le signe de l'insécurité. Il y a beaucoup d'événements assez dangereux qu'on classe comme des faits divers parce qu'on ne veut pas réfléchir à leur portée politique. Des agressions, on en a parlé beaucoup en Europe. Donc tout ça témoigne d'une société qui se désagrège. Et la violence est le symptôme de cette désagrégation. Et de ce point de vue, l'autorité politique a une responsabilité neuve, c'est de restaurer une forme d'autorité véritable. Quel que soit le nom du chef de l'État, Macron ou pas Macron, quel doit être le discours pour restaurer ? Alors là, Macron, c'est une belle étape, c'est-à-dire lorsqu'il parle de la verticalité du pouvoir, qu'il assume cette verticalité, c'est nécessaire. Ensuite, il doit y avoir, je crois, une intransigeance du pouvoir devant la violence, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir d'accommodement, de compréhension, de tendresse, de la culture de l'excuse sociologique qu'on connaît quelquefois, qui représente à mon avis une dégénérescence de la sociologie. Donc, devant tout cela, le pouvoir ne doit pas être compréhensif devant ceux qui cèdent à la tentation de la violence. Il doit rappeler, pour le dire avec les mots de Max Weber, qu'il a le monopole de la violence légitime. Et dans les circonstances, ceux qui n'acceptent pas ça, eh bien, l'État doit s'affirmer. Ça m'apparaît absolument évident. Alors, on va sauter la question que je voulais vous poser sur les réformes de Macron et on va en revenir au sujet des banlieues. Donc, Macron a retoqué, si je puis dire, le projet présenté, jugé sans doute trop comptable, de Jean-Louis Borloo. Justement, la réforme de la banlieue, ça va bien au-delà de mettre de l'argent, etc. Il y a énormément de violence. Il y a malheureusement un certain nombre d'habitants qui ne se sentent absolument pas français. Donc, comment on fait pour, là encore, renouer avec les lois de la République, avec... La première étape est celle du diagnostic, c'est-à-dire je constate qu'une bonne partie du discours public depuis plusieurs années en France consiste à nier le réel, une forme de déni de réel pour ne pas avoir ensuite à en tirer quelques conséquences. La formule de Bensoussan est connue, les territoires perdus de la République, il l'a amendé lui-même, on parle désormais des territoires perdus de la France, c'est-à-dire des populations qui, quelquefois, se sentent étrangères au destin du pays qu'elles habitent, qui ont un rapport purement instrumental ou formel ou juridique à la citoyenneté, qui entretiennent une culture d'opposition. Et donc, il y a... dans mes conversations, et si nombreuses, avec des responsables intellectuels, journalistes et politiques d'une manière ou de l'autre, une peur qui traverse ce pays manifestement, mais elle n'est pas explicitée comme telle dans le discours public, c'est la peur que les banlieues s'enflamment, c'est-à-dire la peur de l'événement de trop qui créerait une situation où il y aurait une flambée véritablement. Alors je pense que de ce point de vue, reconnaître la gravité de la situation est une tâche élémentaire, ça correspond à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes du politique. Mais ça passe par quoi? En mettant beaucoup plus de policiers, en faisant régner l'ordre? Ça passe par quoi? La dimension il ne devrait pas, dans un pays normal, y avoir de territoire où les forces de l'État, les forces des services publics, qu'il s'agisse des services de solidarité ou des services d'autorité, ne sont pas les bienvenus. Ça, je pense que c'est une question fondamentale. La France devrait se sentir partout chez elle. Ensuite, il y a aussi la dimension fondamentale de l'intégration symbolique et culturelle du pays. Partout en Occident, l'immigration massive, conjuguée à la culture victimaire, conjuguée au discours de la repentance, conjuguée au refus d'intégrer même quelquefois, tout cela, à travers le multiculturalisme, fait que nos pays, et je parle au pluriel ici, bien que ça s'applique différemment d'un pays à l'autre,
l'autre, sont dans une logique de désagrégation. Eh bien, il faut, de ce point de vue, travailler à refaire du commun. Refaire du commun, c'est-à-dire rebâtir. Ça passe par quoi, refaire du commun? Des politiques d'intégration musclées, sans le moindre doute. Rappelez, par exemple, vous parlez, on évoquait la question de la culture commune, la question de la langue dans certains pays, la question de la laïcité en France. Quand vous avez l'événement la semaine passée de cette jeune femme qui décide de porter un voile sous le signe de la provocation la plus explicite, mais il faut nommer cette provocation. Il faut dire que c'est une provocation. On ne peut pas accepter, par exemple, que l'islam politique ou l'islamisme instrumentalise la logique des droits et des droits de l'homme pour imposer des revendications communautaristes dans l'espace public. Donc, je pense que c'est notre logiciel qu'on doit mettre à jour. Là, est-ce que l'État pourrait dire je ne reconnais pas cette jeune fille à la tête de l'UNEF? Il ne faut évidemment pas personnaliser la question. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est la signification politique de ce voile. Et je pense que plusieurs disent ce qu'on doit... plusieurs proposent, en fait, d'interdire, par exemple, le voile à l'université. Est-ce que c'est la solution? J'en sais rien. Ça mérite d'être étudié. Mais ce qui est certain, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'on ne doit pas s'interdire de ce qu'on pourrait appeler des grandes actions à portée symbolique, mais pas symbolique au sens artificiel, qui marquent la restauration de la prédominance naturelle de la culture française chez elle. Alors, vous en avez un petit peu parlé, donc la vague des migrants relance cette question de l'intégration. Est-ce que l'Europe, la France et l'Europe, pourraient s'inspirer du système à points que le Canada a pour l'immigration? Ça n'aiderait pas à l'intégration, mais déjà, ça permettrait de choisir et de faciliter l'intégration. Je pense que c'est une illusion de ce point de vue. C'est-à-dire, premièrement, la question des migrants en Europe dépasse largement la question de la politique d'immigration. Vous êtes devant des vagues migratoires qui sont présentées sous le signe des réfugiés un jour, des migrants irréguliers de l'autre, des clandestins, des illégaux. C'est un phénomène qui ne peut pas être réglé avec des paramètres canadiens, ne serait-ce que la situation géographique de nos pays n'est pas exactement la même. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est qu'on constate comment certaines notions relevant du droit des réfugiés, du droit d'asile, qui avaient été pensées dans un tout autre contexte historique, des contextes qui n'étaient pas marqués par des mouvements de population comme aujourd'hui, les conceptions traditionnelles du droit d'asile et ainsi de suite ne tiennent plus dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et il y a une impuissance du pouvoir, cela dit, une impuissance qui n'est pas capable de faire respecter ses frontières minimalement. Vous seriez prêt à remettre en cause le droit d'asile politique? Non, ce que je remets en question, c'est l'interprétation que l'on fait en ce moment de ces notions. Donc, évidemment, le droit d'asile est un élément fondamental de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme occidental. Mais le fait est que, mal compris, il peut conduire à l'impuissance de l'État. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Il y avait un dossier du Nouvel Obs il y a quelques temps, quelques mois, au moment de l'annonce de la politique d'immigration d'Emmanuel Macron, portée par Gérard Collomb. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans l'Obs un historien que je ne nommerai pas dire « il faut en finir avec la distinction entre migrants réguliers et irréguliers ». Eh bien, on voit cette affirmation-là, qui est reprise généralement aujourd'hui, nous montre bien comment, finalement, du réfugié légitime au migrant économique, une certaine gauche voit une forme de catégorie universelle qui est celle du migrant qui doit être accueilli en toutes circonstances. Je pense que ça ne tient plus en Europe. Ça va m'aider à faire la transition. On va en arriver à l'Italie. On a vu que l'Italie vit une crise très importante et qui est liée aussi aux migrants. Donc il y a un moment où, de toute manière, le pouvoir politique en place est rejeté, quand ça va trop loin. Bon. Et là, aujourd'hui, l'Italie... on ne sait pas comment ça va se résoudre, mais met l'Europe en difficulté. Où va l'Europe entre le Brexit, entre l'Italie qui n'a pas de gouvernement, une Allemagne qui est quand même assez fragilisée par la montée de l'AfD, un populisme qui monte énormément dans les pays de l'Est? Où va l'Europe? Premièrement, il faut se rappeler une chose, c'est que l'Europe est une civilisation et ne se réduit pas à la forme politique institutionnelle qu'elle a aujourd'hui. Et on peut parfaitement aimer passionnément l'Europe sans apprécier particulièrement ce qu'est devenu la construction européenne. C'est la première chose à dire. Je ne doute pas un seul instant que bien les souverainistes, entre guillemets, en Europe aiment profondément l'Europe, mais diront que l'État-nation est la forme politique qui caractérise l'Europe plutôt que cette construction désincarnée et désincarnante qu'est la construction européenne à certains moments. Donc, il y a ça. Ensuite, il faut faire attention de ne pas faire de mauvais diagnostics. Je suis de ceux qui sont très sceptiques devant l'utilisation abusive du mot populisme. C'est un mot qui peut servir à désigner certaines réalités, mais s'il sert à désigner, à étiqueter automatiquement toute forme de protestation populaire massive ou toute forme de désaccord avec
une idéologie dominante chez les élites, eh bien, le mot populiste, dans les circonstances, sert à disqualifier moralement une protestation qu'on ne veut plus entendre. Et de ce point de vue, je pense que l'Europe doit d'abord et avant tout entendre le malheur, la douleur, l'inquiétude, l'insécurité culturelle, pour le dire comme Bouvet, de ces peuples. On va parler de la montée d'un rejet de l'Europe. Oui, et ensuite, il faut voir ce qu'il y a de légitime ou non dans ce rejet. S'il y a rejet, ou est-ce le rejet de l'Europe, ou le rejet d'une certaine conception de l'Europe, ou de certains dirigeants européens, et alors c'est pour ça que de ce point de vue, il faut éviter les mauvais diagnostics qui nous amènent dans des avenues piégées. Alors, une dernière petite question. En France, on parle beaucoup de la place de la femme dans la société. Et alors, que vous inspirent les expressions celles et ceux, certaines et certains? Je ne nommerai pas qui la prononce régulièrement, mais qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, ça fait partie des tics de langage contemporain, c'est-à-dire cette idée de visibiliser en toutes circonstances les différentes catégories, donc sexuelles ou autres, dans le langage public. De manière extrême, c'est l'écriture inclusive dont on a parlé il y a quelques mois. Je m'agace de certains de ces tics de langage, pas d'autres. Le général de Gaulle disait « Française, Français, aidez-moi ». Bon, alors, le général de Gaulle, on lui reprocherait quand même pas ça. Chez nous, ce sont des termes qui sont quelquefois utilisés, québécois, québécoises. En d'autres circonstances, quand on décide d'achurer la langue, de mettre des points étranges un peu partout, ça, c'est l'écriture inclusive. Ça, l'écriture inclusive, c'est insupportable. Ensuite, s'il y a quelquefois une volonté de nommer le monde autrement ou des tics de langage qui sont moins agaçants que d'autres, on ne va pas s'indigner de tout. Eh ben, très bien. Alors, on ne remerciera pas le gourou, mais le sociologue. Merci beaucoup. Au revoir, Mathieu. Au grand plaisir.